Bonjour Chèque. Bonjour Arnaud. Alors, merci pour avoir accepté de participer à cette interview. Donc, nous avons une vingtaine, une trentaine de minutes. Et l'objectif de cette interview, ça va être un peu de te présenter, je dirais, un peu ta campagne, comment tu l'abordes. Et puis, pour les lecteurs Olnecap, ben, en connaître davantage sur toi, sur ta personnalité et surtout comment tu as pu arriver à te présenter à une élection dans une ville qui fait plus de 80 000 habitants et qui est très regardée en Seine-Saint-Denis. Donc, Chèque, on se tutoie parce qu'on se connaît. Oui. Je te propose de te présenter, de nous décrire ton parcours et nous dire pourquoi tu en es arrivé à te présenter à cette élection municipale à Aulnay-sous-Bois. Ok. Merci Arnaud, merci à Only Cap en tout cas de nous donner la parole. Alors moi c'est Cheikh Nguet, natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Je suis issu d'une grande famille sur Aulnay-sous-Bois, très connue mais très sage, tant mieux. Et alors pour vous expliquer un peu mon parcours, moi si vous voulez j'ai tout d'abord fait des formations dans le management. Et puis, j'ai eu la chance, entre 2013 et 2014, bien sûr, d'être géré en cour d'assises pendant plus de 7 mois. C'était une expérience juste exceptionnelle. Et puis, par la suite, j'ai travaillé et toujours en poste aujourd'hui en tant que directeur de magasin. J'ai fait des formations dans le management. Et tout ça, ça m'a permis aussi de comprendre et de cerner l'humain. Euh, alors, qu'est-ce qui a fait que je me suis engagé? Je suis quelqu'un d'engagé bien avant le mouvement La Révolution est en marche. C'est important de le préciser. En tout cas, c'est important pour moi de le préciser, car j'étais très longuement dans une association basée à Thionville, sur Metz, où on réfléchissait à comment changer ce modèle républicain qui convient plus, bien sûr, à une grosse partie même, je dirais, de la population. Donc, c'est une réécriture de la Constitution. C'était juste une expérience formidable et magnifique. Et puis derrière, on a eu Monsieur Traoré Adama, que je connais très très bien, où on a grandi ensemble. Et par la suite, derrière ça, il m'a contacté pour confonder le mouvement La Révolution est en marche, puisque, pour la petite anecdote, il avait sollicité mes frères avec lesquels il travaillait. Donc, bon, bah, ils n'étaient pas impliqués politiquement, puisqu'on savait qu'à un moment donné, tôt ou tard, nous, le but, c'était pas de virer dans ce monde politique. Mais bien sûr, les circonstances nous ont amenés à réfléchir à un projet social et démocratique qui se nomme aujourd'hui la démocratie représentative. Et de là, si vous voulez, quand on a confondé le mouvement La Révolution est en marche, moi, j'étais tout d'abord chargé d'orchestrer le projet politique. D'orchestrer le projet politique, c'est-à-dire d'écrire les grandes lignes du projet, réfléchir à comment on peut mettre ce projet en place. Pour parler de la démocratie représentative, oui, je connais très bien puisque je suis là, un artisan numéro un de ce projet. Quand on a créé le mouvement La Révolution est en marche, on a réfléchi avec trois pôles à l'époque. Trois pôles, je dis bien trois pôles. On a créé le mouvement La Révolution est en marche, qui est une holding, bien sûr, et qui détient Force citoyenne, la démocratie représentative et le comité de force populaire. Et ensuite, on a le comité de force populaire, vous avez l'association Force citoyenne et la démocratie représentative. La démocratie représentative, aujourd'hui, si vous voulez, c'est une instance complémentaire de force citoyenne, puisque la démocratie représentative retranscrit tout ce que fait force citoyenne politiquement, c'est-à-dire auprès des pouvoirs publics. Si l'ADR doit rentrer en ligne de mire sur un dossier, sur un sujet, bah c'est là où nous on rentre, c'est dès qu'il y a un blocage auprès des pouvoirs publics, vraiment comme on l'a fait auprès de plein d'institutions, d'où là ça m'a permis de rencontrer de fortes personnalités, comme l'adjoint d'Emmanuel Macron à l'époque, le ministre du Logement à l'époque,
la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà, Arnaud. Alors, si j'ai une remarque à faire, alors par rapport à ton parcours, alors bon, souvent quand on entend LREM, donc la révolution est en marche, on entend souvent parler Adama Traoré. Est-ce qu'on peut dire, en quelques mots, selon toi, Adama Traoré c'est le guerrier et toi c'est plutôt la matière grise? Ce serait plutôt ça? Exact. C'est exactement ça. Tu l'as très bien résumé. Parce que, bah, à un moment donné, Adama Traoré, oui, forcément, il crée ce rapport de force intellectuel. Bon, c'est un révolutionnaire. C'est un révolutionnaire. Moi, comme je dis toujours, moi, je suis un beau républicain. Et au sein du mouvement La Révolution est en marche, on est quatre. On est quatre. C'est pas compliqué, on est quatre. Il y a quatre cofondateurs du mouvement La Révolution est en marche. Pour ceux qui pensent que Adama est un gourou, Adama décide tout seul, je vous dis, sincèrement, les gens se trompent totalement. Totalement. Alors, maintenant, si on revient sur la genèse, donc la révolution est en marche. Donc, on suit ça depuis quand même quelques années avec des coups de force, on peut dire, hein. Moi, je me Exactement. rappellerai toujours quand Adama Traoré a débarqué en plein conseil municipal et a fait en sorte que celui-ci a dû être interrompu. Bon, ça a été un moment fort, hein, je dirais, de ce mouvement. Ce que j'ai constaté, en tout cas, enfin ce que beaucoup ont constaté, c'est que il y a un grand focus sur le logement, le mal logement et la défense des personnes qui peuvent pas se défendre forcément elles-mêmes, hein, parce que c'est très complexe administrativement de se défendre en France, hein, même si on dit que la justice est, je dirais, où la loi est applicable pour toutes et pour tous. Euh, est-ce qu'on peut dire que la révolution est en marche? C'est un mouvement qui essaye de défendre notamment les personnes les plus vulnérables dans les quartiers nord d'Aulnay, mais qui s'est étendu un peu partout en France avec des actions. Moi, j'ai vu récemment à Cergy-Pontoise, je crois, mais également dans d'autres très loin dans le sud de la France. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut qualifier la révolution est en marche? Exactement, puisqu'on porte un projet dit national. Donc, à partir du moment où on porte un projet dit national, forcément, on doit s'élargir. Nous, on part du principe où l'humain doit être entouré de justice et la justice doit entourer l'humain. C'est nos seuls mots d'ordre, en fait, qu'on a au sein du mouvement La Révolution est en marche. C'est-à-dire que à partir du moment, il y a ce clientélisme, il y a du favoritisme, ah ben, on part du principe que bah, c'est injuste ce que la personne subit. Et à partir du moment où il y a une injustice, eh ben forcément la personne, elle nous contacte. Et puis dans ces cas-là, on voit, bien sûr, on voit, on est professionnel, on voit si le dossier, vous savez, parce qu'on rencontre toutes sortes de personnes. Hein, on a rencontré des personnes qui nous racontaient des folies, mais inimaginables. Et on s'aperçoit aussi c'est réel. Et vice versa, voilà, ça peut être qui tout double. Et c'est là où quand on prend le dossier, ce dossier-là, on est sûr de bien pouvoir l'examiner. Et lorsqu'on va remonter les informations, on est sûr d'avoir vérifié, d'avoir en tout cas d'avoir bien analysé la véracité des propos de la personne. Et forcément, oui, c'est un mouvement national aujourd'hui. Alors, tu parlais de clientélisme. Alors d'ailleurs, ça a fait l'objet d'un article sur Cap récemment. Bon, on sait comment fonctionne aujourd'hui le maire Bruno Béchiza. Hein, donc, il l'a déjà montré en 2014, il l'a remontré en 2020. Donc, il a autour de lui des associations, hein, qui permettent de diffuser un petit peu son programme et garder une certaine emprise sur la ville de Nez-sous-Bois. Bon, c'est sa façon de fonctionner, mais c'est pas le seul maire. Hein, d'autres maires qui sont longtemps aux manettes ont mis à peu près le même système. Pour pouvoir battre Bruno Bechiza, qui ne sera pas forcément une partie facile, on pensait au départ à une union de la gauche, ou des gauches, avec ces différentes sensibilités. Tu as d'ailleurs participé, toi-même, donc aux ateliers de réflexion, si je puis dire, d'Oussouf Sili, qui est le leader parti socialiste, hein, de Aulnay-sous-Bois. Mais cette union des gauches a échoué. Pourquoi, selon toi, cette union n'a pas pu avoir lieu à Aulnay-sous-Bois?
Alors, après voilà, moi, comme je dis, chacun est libre de ses décisions, chacun voilà. Si on pense pouvoir, se dire, vous savez, nous, en tout cas, au sein du mouvement La Révolution est en marche et en tant que président du projet social et démocratique, la démocratie représentative aujourd'hui, j'ai fait le job. J'ai fait le job puisqu'on a commencé en septembre 2024 à échanger avec tous les bords de la gauche. Moi, j'ai échangé avec Bruno Béchiza, où on s'est rencontrés, on a échangé par rapport à plusieurs sujets au sein de la ville, comme je l'ai fait avec Oussouf Sibi, comme je l'ai fait avec le PC, comme je l'ai fait avec la LFI, pas la députée, mais en tout cas ses collègues. Donc, vous voyez, nous, on porte un projet d'union sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un projet, comment on réfléchit ensemble en bonne intelligence afin de mettre un projet pour tous les Olnésiens. C'est ça le but, c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens en ont marre d'être dans cette situation catastrophique au sein de la ville. On l'a vu, au fur et à mesure des années, la ville s'est dégradée. On est passé d'un marché national à un marché local. Aujourd'hui, les ordures, ben, quand vous regardez, aujourd'hui, sincèrement, on a même honte de faire venir des gens de l'extérieur, les faire venir dans notre ville. Alors que Holness, on ne l'a pas connu comme ça, une ville de 86 000 habitants. Il y a juste des choses exceptionnelles à faire. Et pour ce faire, il faut l'union. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y en a pas. Donc, maintenant, chacun sera libre de proposer ce qu'il a proposé et puis de satisfaire son corps électoral. Maintenant, nous, on part dans un principe, comme j'ai toujours dit, on n'est pas un parti politique, on porte un projet social et démocratique. On ne va pas s'arrêter au niveau local. Aujourd'hui, c'est déjà d'être autour de la table. C'est ça aujourd'hui, c'est ça aujourd'hui l'ADR, puisqu'on porte aujourd'hui des sujets qui touchent le quotidien des habitants et des habitantes. On est contacté tous les jours. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai été contacté 3 fois. Des charges exorbitantes qui explosent. On avait rencontré l'adjointe au maire. On essaie de trouver une solution. Il n'y a pas de solution. Donc, à partir du moment où s'il n'y a pas de solution, seules les urnes parleront. Alors, j'ai une question par rapport à tout ça. Alors, là, on parle de la détresse des personnes, notamment dans les copropriétés, je dirais en redressement, mais également dans les logements sociaux, hein. Donc, ça touche essentiellement la partie nord de la ville, où on voit en effet ces problèmes je dirais de déchets qui ne sont pas évacués, ce qui entraîne ensuite des problèmes sanitaires avec la prolifération de rongeurs, etc. Mais est-ce que donc DR et donc ton mouvement arrive également à toucher des secteurs qui sont moins en faillite, si je puis dire, comme le centre ou le sud de la ville de Nessebois, donc c'est dans les tissus pavillonnaires. Est-ce que tu arrives, ou est-ce que tes futurs colistiers arrivent à, je dirais, dialoguer, parler, voire faire fédérer autour de ton mouvement, de ton programme, des personnes issues de ces tissu pavillonnaire d'Aulnay-sous-Bois, plutôt aisé, on va dire, mais qui se trouve donc dans le centre et le sud, alors que le nord, comme tu le sais, est beaucoup plus résidentiel. Exactement, on a actuellement pour le moment 3 colistiers dans les quartiers sud de la ville d'Aulnay-sous-Bois, là, au sein de l'ADR. Et vous allez voir, hein, ça va monter en intensité à partir de janvier, ça c'est une certitude. Et en parlant des quartiers sud, moi quand je parle d'Aulnay-sous-Bois, je parle d'Aulnay-sous-Bois. Aulnay doit être un et indivisible. Sauf qu'aujourd'hui, on le sent, on le voit que ça a été divisé. Il y a cette division qui a été faite où on a pris une carte d'Aulnay-sous-Bois, on a tiré un trait au milieu, on a dit on va s'occuper que de cette partie-là. Et toute la partie nord, on ne va pas s'en occuper. Eh ben, demain, nous, on souhaite une chose, c'est de le changer. Ça veut dire que les Aulnay doivent être un et indivisible, que ce soit dans les quartiers sud, au centre et dans le nord. Maintenant, oui, forcément, c'est une évidence que dans le sud, ils ne rencontrent pas les mêmes problématiques. Mais moi, pour avoir échangé avec des riverains hein, dans le quartier sud, c'est les trottoirs qui se sont rétrécis. Du coup, bah, les gens galèrent pour se garer quand ils veulent rentrer dans leur parking. Eh ben, tout ça, c'est les défauts qui sont dans le sud. Ouais. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes problématiques dans les différents quartiers, mais il y a des problèmes quand même.
Donc à partir de là, je pense que la population doit être concertée. En même temps, il n'y a pas assez de démocratie. On souffre vraiment de démocratie au niveau local et dans le pays tout court. Alors, avant de revenir sur la partie démocratie, sur démocratie locale, hein, qui était un élément très important en 2014, un peu moins en 2020, mais très important en 2014, une question par rapport à la sécurité. Donc la sécurité à Aulnay-sous-Bois, hein, dans le périmètre de la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a deux choses, deux éléments importants. La police municipale et ce qu'on appelle la vidéosurveillance ou la vidéoprotection en fonction de qui en parle. Si tu deviens maire de Nez-sous-Bois en 2026, euh, que vas-tu faire, je dirais, quel sera ton programme ou euh, les moyens que tu mettras à disposition pour la police municipale et que penses-tu de la vidéosurveillance actuelle? Est-ce que tu penses qu'elle est efficace? Mérite-t-elle d'être renforcée ou tu penses que c'est un outil trop coûteux par rapport donc, aux résultats obtenus jusqu'à présent? Trop coûteux. Trop coûteux déjà pour la ville. Je pense qu'aujourd'hui, avec entre 80 et 90 policiers municipaux, aujourd'hui, sincèrement, 530 caméras dans la ville. Mais ça coûte énormément cher. Et en plus de ça, c'est pour les mettre dans les terrains, c'est pas la solution. Dans les terrains de drogue, c'est pas la solution. La solution, elle est radicale. Aujourd'hui, j'ai un, j'ai un gendarme en fonction sur la prochaine liste des élections municipales. C'est important. Je l'annonce, comme ça c'est fait. Et ça, on est en train de travailler sur un programme en béton. Et surtout le rapprochement police-population, comme vous savez, ça a toujours été le programme du mouvement La Révolution est en marche. Tant qu'on a cette distance entre la police et la jeunesse dans les quartiers, quel que soit le quartier, en tout cas, surtout dans les terrains où les flics qui passent aujourd'hui, on les harcèle, on leur balance des pavés, on leur balance des cailloux, c'est pas la solution. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a des élus à la sécurité pour ça. Vous avez une administration, à un moment donné, il faut faire le terrain. Il n'y a pas de présence terrain. Et c'est vraiment avoir ces élus de proximité. Pourquoi ce sont des élus de proximité? Parce qu'ils sont censés être sur le terrain. Et on ne les voit pas, ces élus. Le problème, il est là. Si demain, tiens, je prends 5 policiers municipaux et puis, tiens, on va faire un petit tour aux 3000. Vous savez, les gens, ils nous connaissent. À partir du moment où il y a cette proximité avec les habitants, avec la jeunesse, croyez-moi, je vous assure que ça va être différent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait l'exemple parfait à l'époque. À l'époque, les policiers ils jouaient au foot avec nous. Alors c'est Et quelque ça, chose faut qui a pas été l'oublier. supprimé par Nicolas Sarkozy, me semble-t-il. Voilà. Exactement. Donc, il y avait certes, il y avait non plus il y avait cette délinquance. Ok, c'est une chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes? Quel axe on donne à cette jeunesse aujourd'hui? Parce que même quand ils veulent monter des associations, on va préférer le budget des associations, il est très mal réparti. Du coup, aujourd'hui, moi, je tombe sur des jeunes qui me le disent au quotidien. Aujourd'hui, ils montent des associations, mais ils n'ont pas de budget. Et sincèrement, je suis tombé sur une association comme ça il n'y a pas longtemps, qui parle de démocratie participative, vous voyez. Et c'est des jeunes qui ont entre 20 ans et 24 ans. Ça, c'est réel. Ouais, ils ne sont pas que dans le sujet de la délinquance, Donc, c'est vraiment travailler au cœur de ce projet rapprochement police-population. Et notamment, qui va pas tarder à se faire, bien sûr, un super partenariat avec une association. J'y crois fortement à cette association parce qu'elle est dirigée notamment par un policier en activité. C'est vraiment ce travail où comment on réinsère les jeunes. Parce que quelle issue on lui donne aux jeunes? Aujourd'hui, on le met en prison. OK, on l'interpelle, on le met en prison. OK, d'accord. Demain, il sort de prison. Comment on le réinsère au sein de la société? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que un jeune qui va en prison, qui sort et qui refait les mêmes conneries, forcément, il n'a rien appris. Mais comment on met un dispositif exceptionnel autour de jeunes afin de l'accompagner de manière à ne plus récidiver, tout simplement. Et ça, c'est tout un travail en intelligence collective et en création collective qui va faire la différence. Et c'est pour ça que
Ce projet rapprochement population, police-population, on va le mettre en place et on va pas tarder à arriver justement par rapport à ça sur le terrain même avec l'association dont je vous parle. Alors, venons-en maintenant donc au volet, on va dire démocratie locale, ce qu'on appelait les conseils de quartier, pour permettre en fait aux habitants de s'imprégner de la vie politique locale, voire, alors souvent un vœu pieux, hein, influencer sur les décisions qui touchent leur quartier. On voit aujourd'hui que ça ne fonctionne pas tout à fait. Hein, il y a eu des tentatives, alors sous Gérard Segura, il y a eu des tentatives également, une refonte des conseils de quartier avec Bruno Béchiza. Si toi, tu devenais maire en 2026, comment tu vois les conseils de quartier comme outil pour la vie politique de tous les jours pour les habitants d'Aulnay-sous-Bois? Est-ce que tu veux Alors, réorganiser ça? Est-ce que tu veux redécouper? Est-ce que tu veux mettre plus non, de moyens? oui, le réorganiser, ça c'est une certitude. Ça c'est une certitude. Il faut le réorganiser. Déjà, les conseils de quartier animés par des élus, c'est inexistant, ça. Ça ne devrait même pas exister. Alors moi, je suis un pro de la démocratie. Comme je vous dis, l'association sur laquelle où j'ai œuvré pendant des années et des années, on travaillait sur ce modèle de régime républicain, comment on peut impliquer le citoyen avec des référendums d'initiative citoyenne, des, mais encore, ça, c'est autre chose. Et pour vous dire, les conseils de quartier doivent être animés par les référents de quartier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut remettre une démocratie en place, une démocratie locale en place. Un conseil de quartier ne doit pas être animé par les élus, forcément. On va aborder les sujets qui ne fâchent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on va dans les quartiers, c'est beaucoup de problèmes de logement, de voirie, euh, d'infrastructures à proximité des habitations, ou quand on va sur le quartier, quand on va sur le quartier des Gros Saules, bah ouais, il y a 15 jours, j'y étais. Moi, les riverains, qu'est-ce qu'ils me disaient? Ben, Cheikh, regardez, le bus, ils nous ont enlevé l'arrêt de bus ici. Du coup, le bus, il passe plus ici. On doit marcher 3-4 km pour aller prendre le bus. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, et quand on va remettre la démocratie locale au centre des citoyens, eh ben c'est là on va se démarquer de tout. Tout simplement, hein, donner la parole aux citoyens. Aujourd'hui, je pense que peut-être tout le monde ne veut pas s'impliquer politiquement, et encore pour moi, politique, ça ne veut strictement rien dire, parce que politique, c'est régir la vie de la cité en soi. Et il y en a beaucoup, et au quotidien, parce que nous, quand on est contacté au sein du mouvement La Révolution est en marche ou Force citoyenne, eh ben, les gens, forcément, ils n'abordent pas le sujet politique, mais ils nous contactent par rapport à l'injustice qu'ils subissent. Donc, à partir de ce moment-là, ils font de la politique eux-mêmes, puisqu'ils régissent la vie de la cité, ils régissent pourquoi je dois payer cette facture, cette facture. C'est tout simplement se poser ces questions-là. Donc, ouais, il y a des gens qui souhaitent juste s'impliquer. C'est juste que, voilà, soit il y a cette peur, ou soit il y a cette peur de la méconnaissance. Et tant qu'on ne se lance pas, eh ben, on aura toujours des difficultés à, à, à y aller. Il faut se lancer, il faut se Oui. lancer. Alors, si on reprend maintenant, donc on a parlé de la partie sécurité, la partie démocratie locale. Si on part sur le volet économique, emploi économique. Alors, Aulnay avait eu la chance d'avoir de grandes entreprises dans le passé. Hein, il y avait eu Mmh, Xerox, il y avait Citroën devenu PSA. c'est ça. Il y a encore quelques entreprises importantes comme Gerbet, hein, ou L'Oréal dans le sud-sud, hein, Ah ouais. de la ville de Mmh, Nessoubois. Euh, Quand on voit la friche PSA, hein, qui était donc il y avait des milliers d'emplois, me semble-t-il, hein, c'était un site important. Donc il a été décidé de requalifier cette friche avec des habitations, des zones d'activité, etc. Et puis quelques usines, hein, qui sont venues bon gré mal gré, hein, s'installer sur cette friche. Est-ce que, selon la Révolution est en marche, hein, la façon d'avoir reconfiguré cette friche PSA est satisfaisante? Ou est-ce qu'on aurait pu être un peu plus ambitieux pour pouvoir créer plus d'emplois sur cette friche et permettre aux Aulnaisiens et aux personnes qui habitent aux villes alentours
d'avoir un emploi au lieu de travailler peut-être de l'autre côté de Paris avec les problèmes de transport que nous connaissons. Et, exactement. Là, encore une fois, PSA, c'est un pont d'or qu'on a. Tout simplement, c'est un pont d'or. C'est une troisième ville d'Aulnay-sous-Bois qu'on peut faire, notamment quand je parle des quartiers nord, quartiers sud, le centre, plus PSA, c'est juste énormissime ce qu'on peut réaliser là-bas. Maintenant, encore une fois, il faut une consultation citoyenne. Qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce que les Aulnaisiens souhaitent pour le quartier PSA? Et notamment, oui, on a ce problème où on rencontre les jeunes aujourd'hui qui ne travaillent pas au sein de la ville, qui ne travaillent pas au sein de la ville. La ville elle a un taux de chômage à peu près 18-19%. 18-19%, eh ben, il y a énormément à faire sur la friche PSA. Sauf que à partir du moment où il n'y a pas de projet concret, parce qu'on nous a parlé du Parc des Princes. Bon, le Parc des Princes, enfin, Il est parti ailleurs, ouais, oui. non mais, ouais, ouais, ok, d'accord, mais c'est à chaque fois, c'est pour divertir la jeunesse. Encore le football, le football, le football. Les gens n'aiment pas que le foot. Hein. Il y a la boxe, enfin, il y a des sports juste exceptionnels. Mais au-delà du Parc des Princes, les habitations, ah, si ça profite aux Olnésiens, oui, mais ça ne profite pas aux Olnésiens, puisqu'on l'a bien vu, notamment sur le Galion. On a des trucs Galion, on a mis des logements. On sait que ça sera encore une fois une population venue de l'extérieur. Ce n'est pas de la discrimination, mais c'est important de le préciser. Et c'est pour ça que ceux qui ont fait la ville, ou les enfants des enfants qui ont fait la ville, eh ben, ils vont devoir quitter la ville d'Aulnay-sous-Bois, parce qu'ils n'ont pas de logement. Alors que si ça profitait aux Aulnésiens, et que ça permet aux Indonésiens même de construire les bâtisses, puisque là, on relance l'économie comme ça. C'est-à-dire que l'économie locale, on engage des gens qui sont au sein de la ville. Il faut qu'ils travaillent à 5-10 km autour de chez eux. Et déjà, peut-être que leur pouvoir d'achat il sera plus conséquent, parce que ça m'évitera peut-être de payer un pass Navigo à 70 euros, 90 euros tous les mois. Vous voyez, c'est ça réfléchir c'est ça réfléchir en démocratie. Alors, Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour cette interview et il me reste une question qui me taraude parce que c'est quelque chose qui déjà était préoccupant à l'époque, même si, selon toujours Bruno Bechiza, la situation se serait améliorée. C'est la dette de la ville. Alors, la ville était auparavant, hein, sous Jean-Claude Abriou, hein, ça date pas d'hier. La dette avait relativement baissé, hein, grâce notamment à l'argent, hein, et récupéré des différentes sociétés au travers de la taxe, hein, sur les entreprises. Mais aujourd'hui, en fait, on a une dette très forte. Donc, Aulnay a dû vendre ses bijoux de famille et dû faire des concessions. Donc certes, la baisse commence à baisser, même si la ville réemprunte maintenant, mais voilà, à des taux, je dirais, qui peuvent s'envoler euh, à tout moment, hein, compte tenu de la situation géopolitique actuelle. Est-ce que la dette, c'est quelque chose qui te préoccupe ou tu penses que euh, il vaut mieux investir, faire de nouveaux emprunts pour régler ce qui est urgent, ou alors, tu penses qu'au contraire, il faut avoir une solution, enfin une gestion de bon père de famille, si je puis dire, pour que la dette n'explose pas comme on a pu le voir sur pas. d'autres villes. Bah là, encore une fois, la question de la dette. La question de la dette, encore une fois, c'est une gestion. Une gestion, oui, il faut investir au bon endroit, au bon moment. Mais il y a ce problème de gestion. Parce qu'aujourd'hui, quand je prends par exemple la municipalité, quand vous avez 8 à 9 DGST, mais c'est énorme pour une ville de 86 000 habitants. Et à l'année, ça nous coûte combien ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et on est en train de faire les calculs. Et je ne vais pas tarder à vous sortir les calculs. C'est énormissime. Alors qu'aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On pourrait avoir 4 DGST. Il y a un organigramme à refaire au sein de la ville. Quand vous avez 2500 salariés qui travaillent pour la ville, je parle de 2500 salariés officiels, bien sûr, qui travaillent sur la ville,
mais on n'en vend pas les fruits. Mais regardez, il y a des gens qui sont payés, excusez-moi du terme, hein, c'est pas méchant, mais on ne voit pas le fruit du travail, on ne le voit pas, ça. Oui. Et il est là le problème. Ça veut dire que c'est balancer un peu de l'argent à tout va comme ça. Alors qu'on pourrait, bien sûr, le réinjecter, payer nos dettes. Parce que c'est pareil, quand on revend l'IFAC, quand on revend le service jeunesse, pardon, quand on revend le service jeunesse à l'IFAC, c'est qu'on fait un trou de 60 millions d'euros entre 2014 et 2020. 60 millions d'euros, mais c'est énorme. Vous vous rendez compte? 60 millions d'euros, ok, on le revend à l'IFAC entre 2020 et 2026. Ils détiennent la jeunesse. Maintenant, la question, c'est pas une dette masquée? Ouais. C'est pour ça qu'il y a eu la vente de ce que je disais de bijoux de famille, bijoux de famille qui font que peut-être la dette a l'air d'être maîtrisée, mais peut-être que dans 10-20 ans, elle peut s'emballer. Mais non, elle va s'emballer. Elle va s'emballer puisque elle va s'emballer quand on a entre 2014 et 2020, on a un trou de 60 millions dans les caisses. Je suis directeur de magasin, un minimum. Je gère un magasin qui fait 40-45 millions d'euros budget annuel. Donc, on sait de quoi on parle. 60 millions d'euros. Vous êtes en 2020, vous revendez le service jeunesse. En 2026, ok, le service jeunesse, 2020, entre 2020 et 2026, le service jeunesse appartient plus à la ville. Ok, mais on paye l'IFAC, ça coûte même plus cher. Pareil, il faut relocaliser les entreprises. Vous avez la voirie qui est déléguée au prestataire Nicolin. Ça, c'est l'EPT. OK, c'est une chose. Mais à un moment donné, il faut relocaliser. Il faut relocaliser. On ne peut plus. Là, on est un peu. Vous voyez le système national qu'on a. On est dans la même configuration. Donc une On est situation exactement dans la même de configuration. quasi-faillite. Donc en effet, Voilà. c'est quand On, même délo- assez inquiétant. on Ouais. délocalise tout, on met des prestataires partout, on les paye, ou on ne paye pas les factures, on les paye le double, et puis derrière, ça fait des trous, ça fait des trous, ça fait des trous. Forcément. Et ça, faut arrêter. Il y a Alors, 87 000 habitants sur la ville d'Aulnay-sous-Bois, il y a des bons travailleurs, il y en a qui cherchent du travail, il y en a qui cherchent de l'emploi. Et tant qu'on ne relocalise pas les entreprises, tant qu'on ne redonne pas comment dirais-je, cette jeunesse, qu'on ne les remet pas au travail au sein de la ville, comme on disait tout à l'heure, oui, on va créer des trous, parce qu'on va prendre des prestataires, on va les payer, et forcément, ça coûte plus cher. Donc, forcément, ça fait des trous dans la raquette. alors, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce que tu pourrais nous parler du programme en 2-3 minutes pour dire quels seront tes principaux axes de bataille dans cette campagne qui s'annonce très intéressante? Les principaux axes, il y en a trois. Le logement, on en fait d'une priorité absolue au sein des élections municipales. Comme vous le savez, le logement, on a un vrai problème en termes de logement, les logements insalubres, la moisissure, les charges qui explosent. On est à plus de 5 000 euros. On se demande, est-ce que les bailleurs, bien sûr, contribuent à la TFPB? À un moment donné, je me pose la question, sincèrement. Euh, euh, Ensuite, on a la jeunesse. La jeunesse, pour avoir échangé avec eux, on est en train de travailler sur des projets bien précis avec la jeunesse en deuxième position. Et ensuite, bien sûr, la tranquillité publique, parce que nous, quand on parle de la tranquillité publique, on parle aussi de la voirie, de l'éclairage au sein des rues. On ne parle pas que de la police ou affrontement jeune-police. Non, la tranquillité publique, c'est comment on fait ensemble afin de régir la vie de la cité pour vivre tranquillement, paisiblement. Voilà, nous, c'est vraiment ça, nos trois axes. Et puis ensuite, il y a les différentes thématiques. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que tu pourrais adresser donc un message de fin pour les lecteurs de l'ONECAP qui vont t'écouter et donc se décider en mars 2026 pour les prochaines élections municipales? En mars 2026, exactement, le 15 mars 2026, premier tour, premier enjeu électoral fort. Aujourd'hui, notre ville, comme vous avez pu le constater toutes et tous, notre ville est en déclin.
La ville, il y a une partie qui est concernée, l'autre partie qui ne l'est pas, et je vais dire même la majorité. Aujourd'hui, les Aulnésiens et Aulnésiennes, surtout, on doit faire en sorte de récupérer ce qui nous appartient de droit, de régir la vie de la cité, de nous impliquer au quotidien à régir la vie de notre environnement. On ne peut plus rester comme ça, que ce soit dans les quartiers nord, notamment, parce qu'il y a un vrai problème dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, comme au centre. Aulnay-sous-Bois doit devenir, comme je dis, une ville humaniste. D'accord. Et surtout, c'est ensemble pour notre dignité. Merci Cheikh pour cette interview et interview qui sera publiée très prochainement sur le site Onecap. Merci Cheikh. Merci à toi, Arnaud.